C'est bon, tout le monde est installé? Super. Alors, on va dérouler ensemble donc notre table ronde consacrée à la diversification de la clientèle en RAC, en regroupement de crédit. On a la chance d'avoir 4 invités qui auront l'occasion de se présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure. Il y aura une slide évidemment qui leur sera consacrée. Ce que je vous propose, c'est un petit mot d'introduction avant justement de lancer le débat avec nos invités. Et rappeler déjà donc le marché intermédiaire du RAC, c'est une activité qui pèse un petit peu plus de 3 milliards d'euros à l'année et que derrière ces chiffres, ce chiffre de plus de 3 milliards d'euros, se cache évidemment une multitude de profils clients différents. Et on aura l'occasion de revenir sur les profils clients au travers d'une infographie qu'avait réalisée Partners Finance au début de l'été dernier. 3 sujets aujourd'hui. Le premier d'entre eux, c'est comment capter de nouveaux clients. Deuxièmement, quels outils pour fidéliser de nouveaux prescripteurs. Et enfin, quelles solutions proposer à la clientèle la plus fragile. Donc 4 intervenants pour répondre à ces questions. Sylvain Méharèche, donc DG de Partners Finance. Jean-Bernard Valade, fondateur d'ImoSafe. Sébastien Destrumel, fondateur de Mon Crédit à Crédit. Et Léo Society Life, fondateur de Banquise, nouvel acteur sur le marché. Voilà. Alors, je vais tout de suite laisser donc la parole à Sylvain qui va revenir sur l'infographie réalisée cet été en se basant sur une étude de plusieurs millions de demandes. Sylvain, je vais te passer le micro pour que tu puisses commenter les slides que je vais faire dérouler. Bonjour à tous. Alors, je vais peut-être déjà, avant de commencer, notamment de faire l'infographie, peut-être de resituer un petit peu l'infographie, notamment sur le marché. Et après, je vais m'attacher peut-être davantage à faire une infographie sur les prêteurs et enfin, notamment, sur la population que nous touchons sur le groupement de crédit. Si nous regardons depuis quelques années, notamment depuis 2-3 ans, de ce qu'en est devenu en fait, le marché du groupement de crédit, on est sur un marché relativement stable comparativement donc, au marché du prêt immobilier. C'est un marché en acquisition aujourd'hui qui fait à peu près 273 milliards en 2017, 200 milliards notamment donc, sur 2018. Comparativement au RAC, on est sur un marché depuis 3 ans à peu près entre 16 et 17 milliards. Comment a évolué donc, le marché du RAC, notamment sur les 2 dernières années? Si on regarde en fait en 2017, le marché du RAC pesait à peu près 3,1 milliards sur un volume global de 17 milliards, c'est-à-dire qu'on représentait à peu près 18% du marché total. En 2018, le marché a progressé, notamment le marché intermédiaire. Donc nous avons réalisé tous à peu près 3,6 milliards. C'est-à-dire que là, nous avons passé largement donc, la barre des 21% sur le marché intermédiaire. Donc on voit finalement un glissement au fur et à mesure du temps donc, du marché vers les intermédiaires en opération bancaire. Les raisons sont simples. C'est que les prêteurs aujourd'hui préfèrent délaisser en quelque sorte, je dirais, la distribution du RAC auprès donc, de réseaux donc, professionnels. Et pour les raisons qu'on connaît, notamment avec les pincements des marges. Qu'en est-il concernant donc peut-être un point, peut-être également donc sur ce marché du RAC concernant donc la répartition, je dirais notamment du sans garantie et de l'hypothécaire. Depuis à peu près 2 ans, en fait, on est relativement stable, c'est-à-dire qu'on est équitable sur ce qui est distribué, je dirais, sur l'hypo, c'est-à-dire que sur à peu près 3,6 milliards, on a à peu près, je dirais, 1,4 notamment sur l'hypothécaire et à peu près 1,2 sur le sans garantie. Concernant l'évolution donc au niveau des prêteurs, donc un point peut-être important parce que en fait finalement le paysage a été changé, un peu comme notre clientèle depuis quelques mois, depuis à peu près 1 année et demie. Je vais ressortir un élément parce que je ne les ai pas tous en tête, donc pour bien comprendre ce qui se passe sur le marché et notamment ce qui nous permettra de comprendre comment évolue le marché donc en 2019. Du côté des prêteurs, si on regarde la situation arrêtée au 31 août 2019, un nouveau acteur est rentré sur le marché, que vous connaissez depuis très longtemps, c'est la Banque Postale. La Banque Postale réalise depuis donc, cette année à peu près 60 millions en sans garantie, alors qu'il était quasiment inexistant depuis à peu près 1 année. Donc un acteur qui risque de devenir majeur, je dirais, sur ce marché. CGI, qui aujourd'hui aussi progresse, fait un peu plus de 115 millions, notamment de production arrêtée au 31 août, avec 90 millions donc, sur le marché du sans garantie. BNP Personal Finance, qui aussi aujourd'hui progresse, mais différemment, notamment donc, sur le marché du sans garantie,
avec 335 millions notamment sur ce marché-là, avec 225 millions en sans garantie. Groupe Crédit Agricole Consumer Finance, avec la marque Credilist, qui aujourd'hui réalise 380 millions, plus de 310 millions notamment sur le marché en sans garantie, ce qui est important aussi, notamment concernant cet acteur. Un acteur qui se positionne également sur un marché qui est très important pour nous, sur le marché du LS2, et sur lequel ils avancent. Plus de 70 millions réalisés cette année, et je pense, de ce que j'ai pu comprendre et entendre, un acteur qui va devenir majeur sur ce produit. Creatis, pas des moindres, un acteur toujours aussi important, notamment sur le marché donc, du sans garantie, avec plus de 390 millions réalisés au 31 août, pour une production totale de 450 millions. Là aussi, on voit effectivement une performance sur le marché du LCC en hypothécaire. My Money Bank, plus de 60 millions donc en sans garantie, du mal à progresser, certes. Par contre, il performe sur le marché de l'hypothécaire avec 415 millions pour une production totale de 475 millions arrêtée au 31 août de cette année. Un acteur qui vient changer beaucoup de choses, notamment dans le paysage de cette année, et vous le connaissez tous, le CFCL, avec plus de 180 millions, notamment donc en sans garantie, avec plus de 600 millions donc en hypothécaire, et qui aujourd'hui réalise 780 millions, notamment en date du 31 août, ce qui nous fait un marché global de 2,6 milliards au 31 août, et si on projette au 31 décembre, on va être sur un marché à peu près de 3,9 à 4 milliards cette année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché intermédiaire progresse progressivement avec de 2 points comparativement à l'année dernière, mais on sent que le marché se professionnalise et tend notamment donc à être capté par les intermédiaires. Là aussi, un point important concernant donc, la répartition sur le sans garantie et l'hypothécaire, on s'aperçoit que le sans garantie a pris une proportion assez importante finalement sur l'hypothécaire, mais ça vous le savez très bien aussi. Les raisons, c'est que les prêteurs ont un peu non pas délaissé l'hypo, mais ouvert davantage les normes sur la durée, qui a fait beaucoup de choses, je dirais, notamment donc, pour accompagner nos clients sur la restructuration. On n'est plus notamment sur des clients qui font du primo-rack, mais on est sur des clients déjà sur la 2e génération, voire 3e génération, et ça c'est important. Et ce qui nous permet aujourd'hui, avec ces offres, de pouvoir capter, je dirais, de conforter et de capter de nouveaux clients. Je vais parler maintenant donc, de revenir un petit peu sur l'infographie de ce qu'on a pu faire. Effectivement, Partners aujourd'hui, c'est à peu près 4 millions de clients qui ont été traités. Si on regarde finalement la population française, le nombre de foyers en France, c'est à peu près 38 millions. Ça veut dire qu'en fait, quasiment un foyer sur 10 est passé par le groupe. Et ce qui nous a permis en fait de tirer quelques leçons et surtout de comprendre comment évolue notre clientèle et surtout de se dire aujourd'hui qui sont les demandeurs et comment on doit peut-être effectivement aller chercher de nouveaux clients et qui sont nos clients de demain. Aujourd'hui, 60% de nos... Oui. Excuse-moi Sylvain, on a un petit problème technique. C'est pas grave. Voilà, du coup, Allez, mais tu connais très bien l'infographie. On compte sur toi pour le faire en live, avec toutes nos excuses. 60% de nos demandeurs aujourd'hui, c'est assez paradoxal, ce sont des hommes et non pas des femmes. Bon, bref. Mais on s'aperçoit que la concrétisation des contrats se réalise notamment donc, à travers le couple, plutôt à travers l'homme. 52% de nos demandes sont des locataires et pour 48% des propriétaires. Mais, point important, c'est que la concrétisation des contrats, on fait 74% des volumes de production donc en France, sont pour le compte des personnes propriétaires ou en accession à la propriété. Ce qui veut dire que finalement, la part réalisée je veux dire, sur le marché du sans garantie locataire est relativement faible. Le point important notamment donc, à partager de ce côté-là, concernant le sans garantie locataire, et si on regarde les revenus moyens aujourd'hui, notamment pour les propriétaires que nous réalisons, le revenu moyen tourne à peu près à 3 500 €, un petit peu plus de 3 500 € de moyenne pour chaque dossier, alors que sur un locataire, on est à 3 300 €. Ce qui veut dire qu'en fait, on touche une certaine clientèle assez prime au niveau des locataires et on sent en fait une certaine réticence de la part de nos prêteurs d'aller sur ce marché-là, alors que finalement, ce n'est pas un marché le plus risqué. Il suffit simplement, effectivement, peut-être de border davantage, je dirais, le produit pour qu'on puisse faire un peu plus de production, d'autant plus que le marché aujourd'hui est un peu pincé sur les marges.
L'âge moyen, on est sur des propriétaires, donc à peu près à 52 ans. Donc voilà, l'âge raisonnable pour effectivement donc, mériter en quelque sorte la consolidation, et un âge moyen sur le sans garantie locataire à 47 ans. Concernant donc les demandeurs, on a aujourd'hui à peu près 62% de nos clients sont en CDI et 18% des clients qui sont retraités. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on touche très très peu les retraités. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce sont des gens qui sont consommateurs, qui sont demandeurs de projets et qu'on peut largement accompagner, mais qui malheureusement, donc aujourd'hui, les produits ne sont pas suffisamment, je dirais, ouverts pour qu'on puisse réaliser toutes les opérations demandées par ces prospects. C'est une niche assez importante, il faut l'avouer. Aujourd'hui, on est capable, on reçoit énormément de personnes à plus de 70 ans, 74 ans, qui ont des projets immobiliers et qui malheureusement, on ne peut répondre. Et je reviendrai peut-être tout à l'heure de ce côté-là, notamment à travers une offre qui existe. Mais je veux dire par là, ce qui est, faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, c'est un réservoir significatif, notamment pour le marché, à condition que les prêteurs ouvrent davantage, notamment la norme, sur notamment la fin de prêt. Voilà, on ne meurt plus à 70 ans, mais on meurt beaucoup plus tard. L'évolution concernant donc, les prêts, donc point important. En 2017, le prêt moyen tournait à peu près à 67 000 euros. Le prêt moyen, c'est-à-dire qu'on confond à la fois le prêt hypothécaire et le prêt sans garantie, tout confondu. On passe de 67 000 à 77 000 euros. Donc un peu plus de 77 000 euros, donc ce qui veut dire que c'est une grosse évolution. Et cela s'explique assez facilement. Elle est tirée, cette moyenne, notamment par la clientèle prime, eu égard aux conditions qui sont pratiquées, je dirais, notamment sur le marché du LS2I. Et pour preuve, en 2017, le prêt moyen en IMO était à peu près, enfin en LS2I était de 153 000. On est passé à plus de 170 000 euros, notamment de moyenne aujourd'hui. Donc, ce qui démontre bien qu'aujourd'hui, on a une clientèle qui cherche à optimiser ce qu'on appelle son pouvoir d'achat, mais une clientèle qui cherche en fait à gagner du pouvoir d'achat par un pricing intéressant et non plus notamment de jouer sur la durée. Donc on a une clientèle qui a complètement changé, qui n'est plus celle qu'on connaissait hier. Et pour preuve, aujourd'hui le marché du LS2 a complètement explosé. Si on regarde il y a 2 ans, le marché du LS2I représentait à peu près à 65% notamment de nos demandes. Aujourd'hui, on arrive à un peu plus de 75% et je pense que même en fin d'année, on va dépasser largement les 76%. La problématique, vous la connaissez, le marché du LS2I aujourd'hui est compliqué. Compliqué par rapport aux taux qui sont pratiqués, surtout par rapport à l'usure. Mais des solutions sont existantes, donc d'autres se reviennent sur le marché de manière très significative, comme le groupe Crédit Agricole Consumer Finance. Tant mieux pour nous, tant mieux pour le marché, et ça nous permettra donc de consolider effectivement nos résultats. Mais pour dire qu'effectivement, ce marché aujourd'hui, il y a une appétence assez importante de la part des prospects et sur laquelle vous pouvez fortement travailler. Concernant le sans garantie, je ne vais pas trop m'étendre. Le prêt moyen a un peu augmenté, mais pas de manière significative comparativement donc, au marché du LS2. Concernant les demandes, où se trouvent les demandes, où se trouve cette saisonnalité concernant donc aujourd'hui donc les demandeurs. La saisonnalité, finalement, si on regarde, il y a à peu près 4 mois dans l'année où il y a vraiment une demande plus importante. Alors tout ça peut s'expliquer peut-être assez facilement. Je vais prendre surtout donc, les 2 mois les plus importants, septembre, octobre. Bon, je pense que vous connaissez les problèmes de fond. C'est la rentrée, c'est les impôts. Ce qui fait qu'à un moment donné, donc, les gens essayent, donc, enfin la population, les foyers, essayent donc, de combler, je dirais, donc, leur situation par une opération de groupement de crédit. Le mois de mai, qui est en fait un mois relativement important en termes de demande, et qui en fait aujourd'hui permet de préparer la période estivale et ces vacances, et ce qui fait que les gens sont beaucoup plus aussi disponibles du fait de nombre de jours travaillés moins importants que l'année, et ce qui nous permet effectivement d'avoir 3 mois assez importants sur l'influence des demandes. Je ne parle pas de concrétisation, je parle bien de la demande. D'accord ? Voilà. Le mois de mars, bon, finalement, je me suis toujours posé la question pourquoi le mois de mars. Je n'ai pas de réponse en soi, mais voilà, il y a toujours eu des pics au mois de mars.
Quelles sont les zones de chalandise les plus favorables? Donc, messieurs. Alors, les zones, donc, de ce qu'on a pu constater en termes de demande, donc, si je reprends ma géographie, les pays de Loire, notamment, donc, notamment la Loire-Atlantique, donc, avec d'un côté donc, la Mayenne, la Sarthe, on va descendre également sur la Vendée, sont des zones effectivement donc, avec une grande appétence donc, sur la demande. Je vais redescendre un petit peu donc, sur l'Aquitaine et avec la Charente-Maritime, qui est aussi une zone quand même assez importante. D'autres zones que vous connaissez depuis très longtemps, les Alpes-Côte d'Azur, donc avec, j'irais, le Var, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes, qui portent fortement notamment donc, le marché, et notamment donc, sur le marché des seniors. Donc là, ça vaut le coup quand même d'y regarder un peu plus près, notamment donc, sur le LCC, si on est en mesure de pousser l'âge de fin de prêt. Le Rhône-Alpes, bon, ça reste à peu près historique, donc, mais sans plus. Une zone que vous connaissez très bien, la Haute-Normandie et puis tout ce qui tourne autour de l'Île-de-France. Mais une zone les plus importante, c'est le Nord-Pas-de-Calais qui en fait aujourd'hui tient encore un record historique, notamment mais ça je pense que c'est davantage dû donc, à une situation donc, de bassin d'emploi. Voilà un petit peu les zones qui se démarquent aujourd'hui, je dirais, mais concrètement, le marché, il est général, il est global. C'est simplement des pics qui sont plus importants dans différentes zones. Voilà, j'en ai terminé. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, notamment sur cette un petit peu infographie. Vous retrouverez cette infographie sur le blog Made in Courtage. Je referai un post à ce sujet-là. Merci Sylvain. Maintenant, je propose qu'on passe la parole à Léo Sousaï-Pillay et à Sébastien Destrumel pour cette question autour des nouveaux marchés du regroupement de crédit, puisque vous l'avez compris au travers des commentaires de Sylvain, la clientèle a évolué. Il y a donc de nouveaux profils à aller conquérir. Et la question, bien sûr, c'est comment aller chercher ces nouveaux clients, ces nouveaux profils. Léo ? Merci Eric. Bonjour à tous. Donc Léo Sousaï-Pillay, je suis le fondateur de Bankies. Bankies qui est un nouvel acteur effectivement dans la distribution de regroupements de crédit. Nous sommes spécialisés dans la distribution intermédiaire pour les professionnels. Donc nous avons une offre B2B, purement B2B. Nous travaillons avec des mandataires d'intermédiaires en opération de banque et services de paiement. Donc on est essentiellement tourné vers vous, les professionnels de la distribution de crédit et d'assurance, pour vous accompagner vos clients sur le segment de regroupement de crédit. En ce qui concerne donc la diversification de notre activité, je voudrais vous faire un focus sur notre activité en packager. On a constaté en termes d'évolution de la prescription de votre sourcing, on est passé de 90% de prescription bancaire en termes d'approche de contact client à aujourd'hui 60% de prescription bancaire. Aujourd'hui, le client essentiel reste encore la prescription bancaire. Et ça devient de plus en plus compliqué de démarcher les banques parce que les banques développent le produit en interne à travers leur marque B2C. Et aujourd'hui, on a une offre qui est assez bien fournie vis-à-vis des clients en agence bancaire. Ils sont captés. Et c'est très compliqué de maintenir le sourcing en prescription bancaire. Et la diversification, aujourd'hui, le sujet pour les mandataires, ça reste les professionnels de l'équipement. L'équipement, tout ce qui gravite autour du client en termes d'équipement, d'amélioration d'habitat, de renouvellement, équipement en termes de parc automobile. Tous ces professionnels qui vont graviter autour du client, aujourd'hui, ont besoin de vos services. C'est là-dessus que nous vous accompagnons pour essayer de vous professionnaliser dans votre offre, dans votre discours, pour essayer d'élargir petit à petit votre sourcing. D'ailleurs, je vais faire intervenir Sébastien là-dessus. On va essayer de faire le parallèle avec les produits bancaires qui existent aujourd'hui en face de chaque sourcing qui tourne autour des professionnels de l'équipement. Bonjour, Sébastien Destrumel, fondateur de Mon Crédit à Crédit. On travaille également avec des mandataires d'IOB implantés un peu sur tout le territoire. L'évolution, en tous les cas, autour du rachat de crédit, on va parler d'abord d'évolution de mentalité.
Le rachat de crédit d'il y a 10 ans, c'était le rachat de crédit d'éteindre l'incendie dans la cuisine avec des foyers très endettés. Ce clientélisme existe toujours. Par contre, on a une réelle évolution de la mentalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais un regroupement de crédit parce que je suis intelligent en fait. Parce que j'ai besoin d'améliorer mon habitat, parce que j'ai des nouveaux besoins matériels. Et du coup, on n'a plus cette étiquette. En tous les cas, on a beaucoup moins cette étiquette du regroupement de crédit honteux, mais plutôt du regroupement de crédit intelligent. C'est-à-dire que je vais adapter mon budget à mes besoins et très souvent aussi avec une réelle anticipation. C'est-à-dire qu'on a des pré-retraités qui anticipent le passage à la retraite. Voilà. Donc on est plutôt dans une approche budgétaire, dans une approche de gestion de son budget qui aujourd'hui même valorise grandement le produit. Voilà. On constate aussi une réelle évolution des produits bancaires, notamment dans les besoins de trésorerie pour financer des travaux, pour financer l'acquisition d'un nouveau véhicule. Et on voit de plus en plus les produits évoluer. Avant, ce qu'on appelait le rachat plus trésorerie devient le RAC projet. Voilà, il y a vraiment une amélioration, en tous les cas une mise en avant du rachat de crédit, gestion du budget. Voilà. Ce qui doit aussi être un élément clé, en tous les cas, à avoir en tête dans l'approche commerciale, puisqu'aujourd'hui, on va vraiment parler de concrétiser un projet ou d'améliorer ou d'adapter son budget à des changements de situation. Voilà. On n'a jamais eu autant de création de produits que sur ces 10 dernières années, que ce soit sur le sans garantie ou sur l'hypothécaire. On a des banques qui sont de plus en plus regardantes sur les produits. Voilà. Aussi, d'un point de vue de la diversification de votre activité en termes de sourcing, on parle effectivement d'aller chercher des nouveaux prescripteurs, mais il faut aussi savoir qu'il faut faire un travail aussi sur vos clients, vos prospects, les fidéliser. Donc en fait aujourd'hui, avant de parler effectivement de renouvellement et de diversifier son sourcing, on doit aussi faire un vrai travail sur notre repositionnement en termes de courtier, le job du courtier, le métier. Ça devient un coach en conseil, en financement, en assurance. Il faut que l'IOB, votre rôle à vous, c'est de vous positionner limite comme un médecin traitant pour proposer tout type de solutions. Vous allez détecter des pathologies et en fonction de certaines pathologies, vous allez envoyer vers un expert ou un autre pour trouver des solutions. C'est de cette manière-là aussi qu'il faut élargir aussi votre façon de travailler pour capter et maintenir surtout le prospect et les clients que vous avez eus dans votre sourcing. Grâce à votre travail, votre professionnalisme, vous avez été disponible, beaucoup plus disponible qu'une banque peut l'être. Vous vous déplacez chez les clients, vous allez économiser, vous allez dépenser de l'énergie pour aller faire votre job de IOB. Vous avez fait tout ça, vous avez certainement gagné en crédibilité vis-à-vis de votre client. Pourquoi vous arrêtez là? Proposez-lui vos services sur d'autres types d'accompagnement, du crédit à la consommation. Pourquoi pas? Et l'idée, c'est de vous repositionner comme un coach. Il faut vous repositionner en tant qu'acteur incontournable pour le client, en local. Vous avez cette expertise-là. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que l'enjeu pour l'IOB indépendant, qui a besoin de s'adosser à un réseau, va être crucial. Nous, on a l'expertise technique, bancaire. Vous avez l'expertise commerciale. Vous êtes en proximité avec vos clients. Donc, c'est là-dessus aussi qu'il faut travailler pour la diversification. Et bien évidemment, aller chercher d'autres sourcings. Nous, en tout cas aujourd'hui, on constate qu'un projet de regroupement de crédit curatif, tel qu'on a pu connaître dans les décennies en arrière, aujourd'hui, on est beaucoup plus sur du RAC projet. On anticipe passage à la retraite, on anticipe aussi des projets, l'évolution des besoins pour les enfants. Et tous ces éléments-là, en fait, finalement, vous allez reprendre le client, regarder tout ce qui gravite autour en termes de professionnels, pour voir de quelle manière on peut aller séduire ces professionnels-là. Donc, c'est un travail de local, en proximité, vous repositionnez comme un acteur incontournable en financement, pourquoi pas en assurance aussi. Et puis, effectivement, pour tout ce qui est de l'équipement, l'habitat par exemple,
Sylvain, tout à l'heure, il évoquait le profil locataire. Aujourd'hui, un peu compliqué de trouver des sorties en termes de profil locataire. On est de plus en plus concentré, en tout cas en termes de prêteurs, sur le profil propriétaire, parce que c'est plus sécure. Effectivement, en fonction de l'érosion des marges, c'est plus de rentabilité à aller chercher du propriétaire. Ben, c'est de regarder tout ce qui gravite autour du propriétaire. Donc les spécialistes en amélioration d'habitat, énergie renouvelable, en travaux, tous ces professionnels-là ont aussi des cartes de la possibilité de financer certains avec des prêteurs, avec des organismes de crédit. Mais vous allez avoir, grâce au regroupement de crédit, effectivement, la possibilité d'aller sur des durées beaucoup plus longues, en sans garantie, 15 ans. Avec garantie, on peut aller jusqu'à 30 ans en termes de financement, plus trésorerie. Très bien, merci. Sébastien, tu voulais rajouter un petit mot? Je voulais juste faire un léger éclairage, en tous les cas, sur l'évolution de la distribution du crédit, avec notamment la digitalisation de plus en plus croissante, les offres de prêt, signature électronique, les souscriptions d'assurance, signature électronique. Voilà, ça fait aussi partie d'une nouvelle ère. L'IOB de demain sera un IOB un peu V3.0, c'est-à-dire qu'il devra aussi maîtriser ces aspects techniques. Voilà, et c'est des choses qui se développent très très vite, qui évitent les complications de non-conformité, qui assurent en tous les cas la transformation. Voilà, donc c'est en tous les cas dans cette notion de diversification de clients également à observer pour dérouler vos process commerciaux. Très bien, merci. Merci à tous les deux. Alors, on a beaucoup parlé de la clientèle à projet avec nos amis Sébastien et Léo. Je voulais qu'on sollicite aujourd'hui Jean-Bernard Valade pour parler aussi d'une autre clientèle, une clientèle la plus fragile, avec des solutions que propose ImoSafe. Et Jean-Bernard, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout cela, s'il te plaît? Oui, je te remercie. Pour ceux qui me connaissent, j'ai dirigé jusqu'en 2013 une des sociétés qui avait le plus d'influence en France, avec évidemment Partners. Et je me suis rendu compte d'une aberration économique. Alors vous imaginez, on va imaginer que le RAC, c'est de l'industrie. Vous achetez donc une matière première très chère. Vous la faites passer dans des machines très chères, vous-même ou vos analystes. Vous avez 5 produits qui sortent, parfait. Eh bien, vous en prenez 4 et vous les mettez à la poubelle. Parce qu'un client est FICP, parce qu'un autre a une cotation interne, parce que, etc., etc. C'est une aberration économique, industrielle. Et je me suis demandé pendant des années ce que je pouvais faire avec ces 4 que je mettais à la poubelle. Et puis j'avais un directeur juridique un peu plus intelligent qui m'a dit « Tu devrais t'intéresser à la vente à réméré ». On était en 2006. Je me suis intéressé à la vente à réméré, mais malheureusement, n'existait sur le marché que des gens qui faisaient ce métier-là, ou comme des marchands de biens crocodiles pour spolier de pauvres gens, ou comme des agences immobilières qui, effectivement, mettaient en vitrine des biens à vendre. Enfin bon, ils n'avaient pas de solution. Quand on a travaillé dans le RAC, on a des solutions. Quand on va voir un client et que le client rentre dans les normes, on sait qu'on a les banques derrière nous. Moi, je sais travailler que comme ça. Donc j'ai un peu laissé tomber l'idée, mais je m'y suis beaucoup intéressé. J'ai développé tout ça juridiquement. J'ai essayé de voir comment on pouvait travailler ça juridiquement et comment on pouvait, vous allez m'excuser, le mot est très moche, mais il est très explicite, comment on pouvait recycler des dossiers refusés plutôt que de les mettre à la poubelle et d'avoir bossé, acheter le prospect et bosser beaucoup de temps dessus. Et puis un jour, un directeur général d'une grande banque hypothécaire que vous connaissez tous, qui s'appelle le CFCAL, c'est Jean-Étienne Durand-Berger, m'appelle et me dit « Je vais quitter la banque parce que je veux créer quelque chose comme le fait mes ancêtres et je veux me lancer dans le réméré. Est-ce que tu me suis ?» Évidemment, je l'ai suivi parce que je savais que Jean-Étienne était capable de fédérer autour de lui beaucoup d'institutionnels. Et puis j'avais affaire à quelqu'un, j'ai souvent dit, et je le dis avec beaucoup d'amitié, qui est un casque à pointe avec les pieds sur la ligne blanche et pas à droite ou à gauche, quoi. Voilà. Donc je savais qu'on rentrait dans quelque chose de très régulé.
Et puis on a démarré, donc on a démarré, j'ai démarré tout seul parce que je voulais vraiment valider tous les process. Vous savez, le réméré, ça se passe en 2 temps. La personne vend son bien et ensuite il essaie de la racheter. Donc ça veut dire qu'une société qui veut se dire professionnelle de ce métier doit être capable d'avoir le temps nécessaire, la durée nécessaire pour valider qu'elle a déjà fait des dossiers à la vente, mais qu'elle en a déjà fait beaucoup aussi au rachat. Voilà, hein, c'est pas comme du crédit. Crédit, c'est je fais un crédit et puis après je paye. Là, le réméré, c'est pas ça. Voilà, donc effectivement, j'ai créé cette société qui s'appelle ImoSafe. Je vous invite à regarder, c'est facile, hein, vous tapez ImoSafe sur Google et vous allez trouver de quoi il s'agit. On existe depuis presque 10 ans. C'est très compliqué pour les IOB et pour nous de transformer quelqu'un qui veut un crédit en lui disant ben, vous n'aurez pas de crédit, mais on va vendre votre maison. Sur le coup, c'est pas très facile. Voilà. Après, la personne peut comprendre si on lui explique, mais faut lui expliquer. Or, vous n'êtes pas des professionnels de ça. Donc, on a une équipe, nous, en France, hein, on est installé à peu près partout sur toute la France pour vous accompagner. Et si vous avez un client qui est dans cette situation-là, c'est nous qui le prenons en main, avec vous évidemment, mais qui allons expliquer très exactement comment on va faire et rassurer le consommateur. Pour ceux qui m'ont entendu depuis 2 jours, vous savez que je siège à la CPR aux pratiques commerciales, vous savez que je suis administrateur de l'ORIAS, vous savez que je siège au CCSF. Donc inutile de vous dire que j'ai évidemment fait en sorte que toute ma structure juridique ressemble à ça. Aujourd'hui, je fais par exemple signer une fiche préalable, ce qui est aberrant dans notre métier, parce que ça n'existe pas. Aujourd'hui, quand vous voulez faire du réméré, qui est l'article 1659 du Code civil, on peut l'appeler comme on veut. Hein. Il y a des gens qui intelligemment ont trouvé une opération marketing en l'appelant portage immobilier. Ça reste de l'article 1659 du Code civil, et donc ça reste de la vente avec faculté de rachat. À partir de là, vous devez être agent immobilier. C'est obligatoire, puisque vous mettez un vendeur et un acheteur en face. Vous êtes de l'intermédiation immobilière. Bon. Et donc, en intermédiation immobilière, la fiche d'information préalable n'est pas obligatoire. Il y a plein de choses qui ne sont pas obligatoires. Mais je les ai mises quand même, parce que je pense que je vais anticiper ce que va faire le régulateur, qui va évidemment un jour s'en occuper, à juste titre d'ailleurs, et je le souhaite. Et on a tout fait pour qu'effectivement, on soit dans ce cadre très, très précis. Voilà, je ne veux pas vous embêter plus longtemps avec ça. Je voulais juste vous expliquer pourquoi j'étais arrivé là, pourquoi j'ai quitté le monde de l'intermédiation bancaire sans quitter mes fonctions publiques, mais pourquoi je suis passé sur le réméré, parce que j'offre une vraie solution dans un certain nombre de cas. Il y a les cas difficiles, hein, les cas où la personne va être saisie et va être vendue aux enchères. Ça, c'est un des cas qui existe, évidemment. Mais il y a aussi des cas de besoin d'argent qui n'est pas répondu favorablement par une banque. J'ai un exemple, ça va beaucoup vous faire rire. Imaginez-vous, intermédiaire en opération bancaire, vous avez un client qui vient vous voir et qui dit voilà, j'ai une maison, je viens de divorcer, je la mets en vente et je veux acheter un bateau pour aller à la pêche à la crevette à Madagascar. Eh bien, je vous souhaite bon courage pour présenter ça à vos banquiers. Voilà. Eh bien, nous, on a pu le faire. Parce qu'effectivement, comme il vendait sa maison, on a fait un réméré sur sa maison, et quand il a vendu sa maison, il a perçu la différence entre la vente de la maison et ce qu'il devait à l'investisseur. C'est simple, d'accord? Voilà un exemple où on n'est pas dans des personnes difficiles, on n'est pas dans des personnes fragiles, on n'est pas... Voilà, il y a un besoin. Les professionnels, quelquefois, on sait répondre à des besoins d'investissement dans l'entreprise, alors que, comme je le disais, le médiateur du crédit qui est passé ce matin, la problématique des TPE et des PME, c'est que souvent le bien immobilier est figé dans une SCI familiale. Il n'est donc pas dans les fonds propres de l'entreprise. Eh bien, le réméré permet de mobiliser un bien immobilier. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, l'argent va revenir à la SCI qui va pouvoir la mettre en compte associé de l'entreprise. Et ça remonte dans les fonds propres. Voilà. Tous ces exemples-là, évidemment, vous imaginez que j'en ai une flopée. Vous en avez sur le site, vous pouvez aller voir. 2 choses. La première, c'est que c'est une vraie vente, ce n'est pas un crédit. C'est une vente entraînant dépossession. Je crois qu'il faut vraiment le dire. Alors certes, il y a une faculté de rachat qui est légale et qui permet d'être quasi propriétaire et de continuer à habiter dans le bien, par exemple. Mais enfin, il n'empêche qu'on est passé vraie vente. Et 2, c'est très cher.
Je crois que là, il faut le dire haut et fort. Un réméré, ce n'est pas un produit de confort. C'est un produit qui répond à un besoin, mais on va être entre 10 et 15% du prix de la valeur du bien, de frais. Ce n'est pas neutre. Hein. Vous avez un bien qui vaut 200 000, ça veut dire que ça sera entre 20 et 30 000 euros de frais. C'est énorme, mais ça répond. Souvent, c'est ce qui vaut mieux se couper une jambe que se couper la tête. Vous le savez bien. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un à la Banque de France qui m'a dit « Jean-Bernard, j'ai appris que tu faisais du réméré, mais c'est terrible, qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Et pour ceux qui le savent, j'étais dans une très ancienne vie, j'étais dans le monde médical. Et je lui ai dit, tu vois, si tu as une entorse de la cheville, et si je te coupe la jambe, c'est un crime. En revanche, si tu as une gangrène doublée d'une septicémie, je dois te couper la jambe. Ben, le réméré, c'est ça. Juste que vous compreniez, c'est vraiment un produit d'urgence. Voilà, ben, je vous ai tout dit, donc imosef.fr. Merci de votre attention. Merci Jean-Bernard. Merci à nos quatre intervenants pour leur présence, leur participation. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans le public par rapport à ce que nous ont présenté Sylvain, Léo, Sébastien et Jean-Bernard? Il y a un micro qui est prêt à circuler. Voilà, une question au deuxième rang. Une question pour vous, Jean-Bernard. L'évolution du marché du réméré, c'est quoi? Bien écoutez, l'évolution du marché aujourd'hui, si on regarde des chiffres que j'ai pu récupérer à la Banque de France, on n'est pas loin du milliard d'euros de possible marché annuel. Et l'année dernière, il s'est fait aller, bon an, mal an, 60 ou 80 millions. Voilà. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, 60, 80, c'est large, mais il ne s'est pas fait 100 millions, c'est à peu près sûr. Et le marché, si vous prenez, moi je me suis amusé, c'est comme ça que j'ai trouvé ces chiffres-là. Hein. Si vous prenez, ne serait-ce que dans chaque banque qui fait du crédit hypothécaire, que je connais bien, le CFCL, MyMoney Bank, Crédit Lift, etc., vous leur demandez quels sont les dossiers où il y avait un ratio de 50% de ratio hypothécaire. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et quels sont les dossiers pour lesquels ils ont donné un refus qui n'est pas dû, qui est dû à autre chose que... eh bien, vous allez voir, ça fait déjà... On est pas loin de 450 millions. Rien que ça. Et je n'attends que les banques du RAC. Je ne suis pas allé voir les autres banques. Je suis pas allé... Et puis après, je ne suis pas allé voir les ventes aux enchères. Voilà. Donc, si vous imaginez le potentiel... Voilà. Le potentiel, c'est pas loin d'1 milliard d'euros. C'est la Banque de France. Je ne l'ai pas les écrits. Hein. C'est pas loin d'1 milliard d'euros. Et encore une fois, le marché, il est colossal devant nous. On a juste un problème. C'est on a un problème de connaissance, il va falloir qu'on soit connu. Je vais vous dire, et je pense que Sylvain s'en rappelle, on a commencé en 96 tous les deux le rachat de crédit. Hein. Au début, c'était un grand moment. On passait pas pour des escrocs, mais pas loin. Même les banquiers ne voulaient pas entendre parler de nous. Ben, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu dans le rachat de crédit. J'ai répondu à votre question? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aucune motivation? C'est bon, messieurs? Moi, j'ai une question pour Jean-Bernard. Ah, très bien. Alors, le réméré, c'est un produit qui fait très peur. Et déjà, nous, distributeurs, et puis le client aussi. C'est complexe à mettre en place la distribution. Quels sont les conseils que tu peux nous préconiser pour accompagner les clients? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut sécuriser aussi la vente? Les conseils, ils sont simples. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un produit qui se faisait en 2 temps. D'accord? Il y a un achat par un investisseur. Alors déjà, fuyez tous les investisseurs privés. Parce que vous ne pourrez pas empêcher l'investisseur privé de mettre de l'affectif sur le bien. Et de se dire, tiens, peut-être que ça serait pas mal, parce que si jamais le client ne me rachète pas, l'appartement, je peux peut-être le prendre pour ma fille. Vous voyez, ce genre de choses, c'est comme ça que la dérive commence. Privilégier les gens qui ne travaillent qu'avec des institutionnels. L'institutionnel, il s'en fout. C'est un flux financier. Point. Que le bien soit à Chartres, qu'il soit à Rouen ou qu'il soit à Cannes, il n'en a rien à cirer.
Il va juste voir si effectivement il y a une liquidité du bien, parce que si le dossier se passe mal, il se retrouve avec le bien sur les bras et il ne le gardera pas parce qu'il n'est pas là pour faire un parc immobilier. Premier point, c'est ça. Deuxième point, le choix de le réméré, c'est un trépied. Il faut un très bon investisseur institutionnel, il faut une très bonne société de commercialisation, parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi aux clients, extrêmement important. Et après, il faut un notaire qui sait vraiment travailler. Sur la société, c'est très simple. Il n'y a pas des milliers. Vous regardez, vous faites votre choix. Il faut qu'elle ait vraiment une ancienneté, parce qu'encore une fois, c'est un métier à deux phases. Hein. Donc effectivement, il faut qu'il y ait de la bouteille, il faut que la société puisse prouver qu'elle a fait des ventes, mais qu'elle a aussi fait des rachats. Et puis le notaire. Le notaire, c'est essentiel. Donc il faut un notaire qui, pendant des années, moi j'ai mis du temps à le trouver, hein. J'ai un seul notaire aujourd'hui. J'ai un seul notaire, mais qui, dans son étude, a une pièce spéciale avec un notaire assistant et un clerc qui ne travaillent que pour nous. Et qui est donc extrêmement habitué aux rémérés, aux demandes des clients, et qui travaille aussi pour les rachats derrière. Voilà, donc tout ça, si le conseil que je peux donner à Léo, c'est ça, il faut faire attention aux investisseurs, faire attention à la société de commercialisation et faire attention à son notaire. Si vous avez ça, vous êtes sûr que votre client aura la bonne information. Vous vous souvenez de la CPR tout à l'heure? Eh bien, le problème, c'est l'information du consommateur. Merci Jean-Bernard. Une autre question peut-être? C'est bon? Si, pardon. Fonctionne. Vous estimez à combien le pourcentage de réussite, de rachat et concrètement comment ça se passe en cas de lorsque ça ne fonctionne pas? Alors, d'abord le rachat, il faut le diviser en deux. L'expérience a montré, moi je croyais que tout le monde allait racheter. Parce que le réméré, je vends, je rétablis ma situation, puis je fais un crédit, puis je rachète. Bon. C'est pas vrai du tout. C'est que 40% des gens qu'on fait. 60% vont faire la vente du bien. C'est-à-dire que 60% se sont rendus compte qu'en fait, ils sont allés trop loin, qu'ils auraient déjà dû vendre bien avant, et que maintenant, c'est trop tard pour vendre dans de bonnes conditions. Donc, avec le réméré, ils vont acheter du temps. Voilà, c'est étonnant, hein, mais c'est comme ça. Si on regarde sur le rachat aujourd'hui, parce qu'on est très difficile dans notre analyse, on est à 98% de résultats. Si il manque 2%, c'est que malheureusement, il y a des gens qui le lendemain achètent 3 télés, 2 cartes boum boum, et malheureusement, le moment où on va faire le rachat, malgré ce qu'on leur a dit, on voit sur les comptes bancaires qu'ils ont d'autres crédits, alors qu'ils ne devaient pas l'avoir. Ou les gens, parce que nous ne sommes pas IOB, donc nous ne pouvons pas regarder les comptes bancaires des gens, c'est interdit. Donc il y a des gens, c'est que du déclaratif. La personne nous fait des déclarations de dette en disant j'ai tel crédit, tel crédit, tel crédit. Et si à un moment donné, il ne nous le dit pas un prêt à la consommation sur lequel il n'y a pas une affectation hypothécaire, on est bien d'accord, on ne le sait pas. Voilà, donc à partir de là, malheureusement, c'est les cas où on a des difficultés. Sinon, tout est tellement cadré au départ qu'il n'y a normalement aucun souci. Voilà. Et donc le pourcentage sur le rachat, c'est à 98%. Sur les ventes, là, ça dépend complètement aussi. Parce que quand vous dites au client, vous achetez son bien qui vaut 200 000, vous l'achetez 150 000 par exemple. Et vous lui dites, vous avez 2 ans pour vendre. S'il met le bien à la vente à 240 000, il ne le vendra pas. Voilà. Donc tout se vend, mais à condition d'être à un vrai prix. Quelquefois, les gens sont un peu trop gourmands. Voilà. Donc, en dehors de cet aspect affectif de chacun, si vous voulez, hein, de cet aspect précis pour chacun, ça se passe en général très bien parce qu'en amont, on a parfaitement cadré les choses. Quitte des fois à dire non à des dossiers que vont faire nos petits camarades. Mais au moins, nous, on aura parfaitement cadré les choses. Ma réponse vous convient? Si. Une autre question? Non? C'est bon? Merci de votre attention. Merci à nos 4 invités. Et puis, bon appétit pour chacun d'entre vous. Et surtout, bon salon à tous. Merci.